Merci Eric. Voilà. Donc on va continuer sur l'azote à travers de composés qui contiennent d'azote. C'est les protéines, bien entendu, et ça sera aujourd'hui uniquement les protéines du vin blanc. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on peut optimiser et utiliser de façon nouvelle, je dirais la bentonite, et en particulier voir si on ne pourrait pas faire des collages sur mou au lieu de les faire juste avant la mise en bouteille. Donc, c'est des travaux qui ont été menés à la halle de biotechnologie de l'UMR Sciences pour l'Onologie à Montpellier. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la matrice 20 contient bien sûr des tanins, ça vous le savez, des polysaccharides, mais aussi des protéines qui peuvent varier de 15 à 300 mg par litre. Et vous voyez que ces teneurs ne sont pas négligeables si on les compare à celles des polysaccharides et des tanins. Je vous ai présenté ici des cartographies de protéines sur des vins blancs, c'est du Sauvignon. Alors d'un côté, vous avez le raisin et de l'autre côté, vous avez le vin Sauvignon. Alors ce qu'on peut voir, ce sont toutes les protéines qui ont des pHI comprises entre 3 et 10 et qui ont donc une masse comprise entre 100 et 10 kg Dalton. Tout d'abord, la comparaison montre que sur le nombre de protéines détectées différentes, on peut voir sur la cartographie de gauche sur le raisin, sur les baies, on a plus de 2000 protéines différentes, alors que dans le vin, à droite, le même vin correspondant à ces baies de Sauvignon, on n'en a plus qu'une trentaine. Donc, ce qu'il faut dire, surtout sur ces protéines, et vous le voyez bien, c'est qu'elles ont un pHI, c'est-à-dire qui est lié à leur charge, qui est donc très acide. Donc nous voyons ça d'un point de vue nombre. Si maintenant on regarde d'un point de vue quantité, alors on avait démontré avec Charles Romieux en 89 que le raisin contient environ de 1 à 3 grammes de protéines par kilo, et en tenant compte à quelque chose près qu'il faut environ 1,5 kg de raisin pour faire 1 litre de vin, eh bien, on peut en déduire facilement par les calculs que ça veut dire que 94% de nos protéines sont éliminées, protéines du raisin, sont éliminées au cours de la vinification. Alors, on revient à notre matrice 20, et qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir parfois? C'est qu'on a ce qu'on appelle une casse protéique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une casse protéique? C'est tout simplement un trouble qui est lié à l'agrégation de ces protéines. Cette agrégation, bien sûr, se produit dans cette matrice 20, dont je vous rappelle que le pH est autour de 3 à 3,5, et surtout avec une force ionique, c'est-à-dire qui représente la concentration de sel, qui peut varier de 10 millimolaires à 100 millimolaires. Ici, sur la photo, je voulais noter exprès, c'est que parfois, cette casse protéique n'est pas liée uniquement aux protéines, mais c'est une association avec les tanins. Et là, lorsque vous avez un tanin de mauvaise qualité, un bouchon de mauvaise qualité, il contient des tanins donc, qui ont tendance à s'associer. C'est un grand amour entre tanins et protéines. Et donc, ils vont s'associer avec ces protéines pour former ce trouble. L'origine donc de cette agrégation, elle est généralement très lente, parfois plusieurs mois, parfois même 1 ou 2 années. Elle est souvent liée à l'élévation de la température lors du transport ou du stockage des vins, et elle est surtout influencée, comme je viens de vous le montrer sur la photo précédente, à d'autres composés comme les polysaccharides, les polyphénols et même certains ions. En ce qui concerne les pratiques œnologiques, donc pour éviter ces apparitions de troubles dans les bouteilles, on fait ce qu'on appelle un traitement de collage, qui est généralement réalisé, alors j'ai dit pas toujours, mais généralement réalisé avant la mise en bouteille. Alors, ce qu'on utilise maintenant, ce sont des cols, les bentonites, qui sont des argiles, et je vous ai rappelé simplement ici que ce sont des cols minérales composés de silicates d'aluminium hydraté, qu'on appelle aussi parfois montmorillonite. L'argile se présente sous forme de feuillets plissés, que je vous ai représentés ici à gauche, donc, qui ont donc à leur surface des charges négatives et avec en haut des charges positives, des cations. Ces cations, si on regarde les protéines que je vous ai représentées ici par des petits filaments rouges, au pH du vin, toutes les protéines sont sous forme chargée plus. Donc, conclusion,
il y a avec ces argiles un échange de cations et on voit à droite là-bas, pardon, le laser ne fonctionne plus, si. On voit à droite que les filaments rouges vont donc s'insérer dans ces feuillets de l'argile. Et c'est ce qu'on appelle, puisque c'est un échange, c'est à la fois de l'absorption, comme une éponge qui absorbe de l'eau, mais comme aussi il y a des échanges ioniques, plus, moins, et bien donc on appelle ça de l'adsorption. Malheureusement, tous ces effets de collage ont des effets indésirables sur le vin. Ça a été montré déjà il y a plusieurs années. En particulier, vous avez donc un traitement supplémentaire avant la mise en bouteille qui vous fait donc une perte de volume qui peut aller de 2 à 10%. Une chute de la couleur des vins, qui est donc liée à l'absorption de la matière colorante par ces argiles. Une diminution du potentiel aromatique due à l'absorption des arômes, mais aussi des précurseurs d'arômes. Et puis enfin, maintenant, on a aussi un problème pour le recyclage de ces bentonites après utilisation. Cependant, donc, les doses que l'on va utiliser pour stabiliser les vins sont en constante augmentation depuis une dizaine d'années et on peut aller maintenant jusqu'à 300 grammes par hectolitre. Alors, si vous voulez, ce que je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure sur la cartographie du vin, c'est que sur la trentaine de protéines que je vous ai montré qu'on est capable de séparer, eh bien pour l'instant, on n'en a qu'une dizaine d'identifiées. Ces protéines appartiennent toutes à une seule classe qu'on appelle les PRP. Alors en anglais, c'est Pathology-Related Proteins. Ça veut dire simplement, ce sont les protéines de défense du raisin contre les agressions. Et donc, quand on voit par exemple que les vins biologiques sont les vins les plus instables, c'est tout à fait logique maintenant, puisque ce sont eux qui proviennent de raisins avec des vignes qui n'ont pas été traitées, donc qui ont fabriqué le plus de ces PRP, et donc qu'on retrouve, bien entendu, dans les vins après vinification. Dernière chose que je voudrais mentionner ici, parce que les organisateurs m'ont demandé ça, c'est de parler un peu des tests. Alors je vous rappelle que pour démontrer qu'un vin est instable, un vin blanc est instable, généralement on utilise le test à la chaleur, qui consiste à chauffer le vin à 80 degrés pendant 30 minutes, et on mesure simplement la différence de turbidité entre avant et après le traitement. Alors, l'inconvénient de ce test, c'est qu'il est basé sur la dénaturation des protéines, et donc il tient compte de toutes les protéines qui sont dénaturées à 80 degrés, même celles qui ne participeraient pas au trouble. Et par conséquent, ce test va conduire à vous préconiser des doses élevées de bentonite et parfois inutiles. Donc l'enjeu de nos travaux ici, c'est de limiter les doses de bentonite lors de ces traitements. Et pour cela, on a eu besoin donc d'identifier les protéines qui étaient responsables et les seules protéines qui étaient responsables de la casse protéique, étudier la sensibilité de ces protéines vis-à-vis de la chaleur, et pourquoi pas voir si parmi les différentes classes de protéines, certaines étaient plus sensibles à la bentonite que d'autres. Enfin, et c'est surtout là notre objectif, c'est de comparer l'efficacité d'un traitement de collage sur mou ou juste avant la mise en bouteille, donc sur vin. Et pourquoi pas, mais ça c'est très ambitieux, rechercher un test plus spécifique, rigoureux et cohérent par rapport à celui surtout du traitement à la chaleur, du test à la chaleur. Donc voilà les premiers résultats que je vais vous montrer. Alors vous en avez deux ici sur cette diapositive. La première vous montre ce qu'on appelle un protéinogramme de vin de Sauvignon. Donc vous avez le vin à gauche et ce vin a été traité à 30, 40, 50, 60 et 70 degrés pendant 30 minutes. On a fait une petite centrifugation pour éliminer ce qui s'était agrégé et on a regardé sur le surnageant le pool de protéiques et les différentes classes de protéines qui restaient dans le surnageant. Donc toutes celles qui, en fin de compte, ne se sont pas agrégées par ce traitement à la chaleur. Eh bien, on peut voir en rouge et en vert, ce sont ce qu'on appelle les chitinases, en vert, et les rouges, les glucanases, qui précipitent dès que vous faites un traitement à 40 degrés. Alors que les invertases, le rond bleu, eh bien, il faut une température de 70 degrés pour les éliminer.
Par contre, en violet, vous avez ce qu'on appelle la famille des tomatines-like, qui, elle, en particulier une seule, ce qu'on appelle la tomatine-like à 19 kg Dalton, résiste même à des températures de 70 et même 80 degrés. Donc celle-là, par exemple, n'est pas prise en compte dans le test à la chaleur. À droite, là-haut, on a essayé de voir justement parmi ces 4 classes de protéines comment elles réagissaient vis-à-vis de faibles doses de bentonite. Donc vous avez en abscisse les doses de bentonite avec lesquelles on a traité le vin de Sauvignon, qui varie donc de 0 à 150 grammes par hecto, et en ordonnée le pourcentage de protéines qui ont été absorbées. Donc on peut voir pour les glucanases en rouge, eh bien dès que vous mettez en gros 20 grammes par hectolitre, elles sont totalement absorbées. Alors que les bleus, par exemple, les invertases, on est nécessaire d'avoir un traitement autour de 80 à 100 grammes par hecto pour totalement les éliminer. Les violettes sont un peu plus compliquées, c'est une grande famille, les tomatines-like, et vous voyez que même certaines, à 150 grammes par hecto, sont toujours pas éliminées, et c'est toujours notre tomatine-like à 19 kg Dalton. Donc, si maintenant on fait un résumé sur cette diapositive, qui est très intéressante, vous verrez pour la suite de l'exposé, c'est qu'on peut voir que les protéines les plus sensibles à la température, les moins thermostables, c'est-à-dire les glucanases et les chitinases, sont les mêmes protéines qui sont absorbées par de faibles quantités de bentonite. Donc, cette expérimentation sur mou, c'est donc introduire la bentonite au cours de la fermentation alcoolique. Et quand je dis au cours, c'est même dès le début de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire en même temps que le levurage, de vérifier son efficacité, de voir l'impact du moment d'ajout. Est-ce qu'on doit la mettre au début de la fermentation ou en fin de fermentation ou au milieu? On verra ça. L'idée, c'est de limiter les effets indésirables et pourquoi pas réduire les doses de bentonite pour stabiliser les vins. Donc c'est une expérimentation que l'on a menée sur 3 vendanges, 3 années, 2008, 2009, 2010, sur 3 cépages, Vermentino, Sauvignon, Chardonnay, 3 doses de bentonite, 40, 80 et 150 grammes par hecto, qu'on a ajouté à 4 moments de la fermentation, soit au début, soit un quart de la fermentation, moitié de fermentation et fin de fermentation, ces stades étant déterminés par le suivi de la densité du mou. Au total, on a donc fait 39 vinifications, bien sûr en tenant compte des 3 mous témoins qui n'ont pas du tout reçu de bentonite. Alors, les techniques utilisées sont relativement classiques pour certaines, comme le suivi de la densité donc, du mou. Par contre, tous les 2 jours, on a fait des prélèvements pour voir l'évolution du pool de protéines. Alors ça, c'est des séparations électrophorétiques 1D, suivant donc la grosseur tout simple des protéines, et on a fait de l'analyse d'image derrière, tout simplement pour quantifier chaque classe de protéines. Comme généralement, on fait une filtration avant la mise en bouteille, et ceci nous a permis, nous, de faire de la caractérisation et de l'analyse sensorielle sur les vins finis. Voilà. Donc voilà. Alors tout d'abord, on va examiner l'évolution de nos pools de protéines sur les témoins, c'est-à-dire sur les vins qui n'ont pas reçu de bentonite. Et vous voyez que ces pools, en fin de fermentation, sont très dépendantes du cépage, puisque vous voyez qu'on a une perte de 35, 45 et 75% en fonction, donc, si c'est du Vermentino, du Chardonnay ou du Sauvignon. Alors tout de suite, là, je mets déjà une précision. Il est connu, paraît-il, de la profession que les vins les plus susceptibles d'avoir un trouble sont des vins à base de Sauvignon et de Gewürztraminer. Et déjà là, vous avez une corrélation, puisque vous voyez que sur ce Sauvignon, on a 75% de protéines qui sont... c'est sur le Sauvignon qu'on a le moins de protéines qu'on a perdu au cours de la vinification. Alors maintenant, regardons les effets de l'ajout sur le mou. Alors ce qu'on peut voir... B représente ici, vous avez la vinification, le temps de fermentation, donc qui varie de 0 à 11 jours sur ce Vermentino. Et puis ici, vous avez le pourcentage la quantité de protéines qui reste. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin de compte ici, si on regarde simplement la fin de fermentation, eh bien
quel que soit le moment d'ajout, on n'a plus de protéines en fin de fermentation. Ceci dit, sur ce résultat-là, cette disparition totale des protéines pourrait être liée à ce mou qui est faible en protéines dès le départ. Alors, maintenant que vous connaissez bien ce diagramme, on va le regarder. Pardon, j'ai fait une erreur. On va le regarder pour les deux mous, le mou de Chardonnay et le mou de Sauvignon, auquel on a toujours ajouté simplement que 40 grammes par hecto. Eh bien, on s'aperçoit que là, par exemple, à la fin de fermentation, il nous reste des protéines, aussi bien pour le Sauvignon que pour le Chardonnay. Pour éliminer ces protéines, il a fallu pour nous ajouter des doses de 80 grammes par hecto pour le Chardonnay et 150 grammes hecto pour le Sauvignon. Donc, on démontre bien ici, comme on avait sur le vin, que certaines protéines sont difficilement absorbées par la bentonite et que, par contre, même si on a une absorption spécifique, il n'est peut-être pas toujours nécessaire de faire des collages pour éliminer l'ensemble de ces protéines qui, certaines, ne participent pas au trouble. Donc voilà, je vous ai représenté ici sur le Sauvignon l'évolution donc de ces classes de protéines. On voit très bien ici que pour celles qui sont en verte, c'est-à-dire les chitinases, et celles qui sont en rouge, les glucanases, eh bien que même si on a ajouté 40 grammes de hecto en bentonite, eh bien on les a totalement éliminées, alors que pour les invertases en bleu, l'ajout de 40 grammes par hecto, ça n'a rien fait. Et alors que sur les tomatines-like en violette, eh bien, on a une bonne partie qui a été éliminée, qui ont été absorbées, hormis, et nous on le sait, celle qui est à 19 kg Dalton. En conclusion, donc, sur les évolutions de ces protéines, on va aller très vite. On a vu donc qu'on a des pertes suivant les mous, en fonction si c'est un mou Chardonnay, Sauvignon ou Vermentino, qui sont différentes. Que dès l'ajout à 40 grammes par hecto, le Vermentino, sur le mou Vermentino, toutes les protéines sont absorbées, alors que pour les mous de Chardonnay, il en reste, même en fin de fermentation. Et que donc, la dose de bentonite que l'on a mis pour stabiliser les vins, mais la dose qu'on a mise sur les mous, est fonction donc de la composition en différentes classes de ces protéines, mais aussi de leur concentration de chacune de ces classes. En résumé, et ça c'est très important sur le collage du mou, on peut dire que l'absorption des protéines, elle a lieu, que la bentonite est efficace et qu'elle est aussi efficace sur mou que sur vin, que le moment d'ajout a un faible impact. Il y a un lien entre la dose nécessaire pour éliminer toutes les protéines et la composition du vin, et en plus, on a la même sélectivité entre ces protéines et cette bentonite, que ce soit sur mou que sur vin. Enfin, l'élimination de la totalité de ces protéines pour obtenir la stabilité du vin n'est pas obligatoirement nécessaire, et donc on n'est pas obligé d'utiliser des grandes quantités de bentonite. Alors il nous reste quand même deux questions. Est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir, je dirais, un test qui soit fiable pour prévoir la quantité de bentonite à utiliser pour traiter sur mou pour obtenir la stabilité sur vin? Et puis le deuxième, c'est est-ce que le fait d'ajouter des doses de bentonite comme ça sur mou va modifier le pôle ou l'aromatique des vins? Alors le premier, je ne veux pas vous en parler, la première question, parce que c'est en cours et on a beaucoup de travail. Par contre, je vais vous montrer les résultats donc, sur l'impact d'un point de vue organoleptique. Alors pour cela, je vais vous montrer simplement les résultats qu'on a obtenus sur les 13 vins de Chardonnay, en sachant qu'on a utilisé un jury qui a été formé. On a présenté les produits à ce jury selon un plan carré, c'est-à-dire en gros en présentant les produits un peu au hasard, dans des verres blancs, à une température de service relativement stable. On a fait donc 3 séances de vocabulaire pour initier justement ces jurys et se mettre d'accord sur le vocabulaire, puis 2 séances pour, analyser les produits et les noter surtout. Bon, vous voyez ici
l'échelle de notation. Alors tout d'abord, on a bien sûr examiné le visuel, l'olfactif et le gustatif. Vous avez ici tous les descripteurs qui ont été analysés. Et bien sûr, il y avait une borne inférieure et supérieure. Donc généralement, c'est faible et fort. Et dans l'autre cas, ça va de clair à foncé et de vert à cuivré. Donc, à partir de là, on a obtenu des résultats. On a fait des analyses statistiques. On a démontré que la notation de nos jurys était répétable et consensuelle. Malgré tout, les différences donc sensorielles sont très faibles et on peut même dire sur cette représentation qui est une analyse en composantes principales qu'on a l'effet de la dose de bentonite est sans effet, ni le moment d'ajout. On n'a aucune différence significative. Par contre, si on regarde maintenant ce qu'on appelle l'analyse de l'effet couplé dose, eh bien, alors bien sûr, cette analyse-là, comme c'est la dose, on n'a pas pris les témoins, donc au lieu de la faire sur l'ensemble des vins, on a éliminé le témoin, donc c'était plus que sur 12 vins, eh bien, on peut s'apercevoir, malgré que les différences sont faibles, c'est que 6 descripteurs sur 11 permettent d'avoir une signification. Bien sûr, c'est à la limite, je suis d'accord. Donc voilà la représentation. Et ici, lorsqu'on regarde les ajouts de bentonite qui sont réalisés, vous avez ici le cercle orange qui va vous tracer les ajouts de bentonite au début de la fermentation et ici en fin de fermentation. Ce qui veut dire que même si c'est à la limite de la signification, on dirait qu'on a malgré tout des vins un petit peu plus cuivrés, avec là, ici, lorsqu'on suit cette là. Ceci dit, cet effet est venu, s'estompe au fur et à mesure qu'on augmente les doses de bentonite. Donc, en résumé sur l'analyse sensorielle, peu d'effet de la dose de bentonite et du moment d'ajout, et l'effet couplé entre la dose et le moment d'ajout est à la limite de la signification. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous donner quelques recommandations au niveau de ces traitements de stabilisation des vins. C'est qu'on vient de démontrer que la bentonite reste efficace même lorsqu'on fait les traitements sur mou, et donc ça va vous permettre d'éviter de faire un traitement supplémentaire avant la mise en bouteille, que malgré ces traitements sur mou, on a toujours des quantités résiduelles dans les vins, et ça dépend à la fois de la composition initiale du mou, mais aussi des doses de bentonite employées. On a donc la possibilité de l'effectuer, comme je vous ai dit, à différents moments de la fermentation. Moi, je vous préconiserais de le faire au début de la fermentation, parce que ça vous évite d'intervenir. Et surtout, et c'est ça que je voudrais bien insister là-dessus, c'est qu'au cours de cette fermentation, on n'a vu aucune différence de vitesse de fermentation, le fait d'ajouter la bentonite. Je dirais même au contraire, sur nos 3 années, sur le vin Sauvignon qui a l'habitude justement d'avoir des fermentations languissantes, il semblerait que le temps de fermentation diminue avec l'ajout de bentonite. Alors, j'ai cherché des travaux bibliographiques là-dessus. J'en ai trouvé un seul d'une équipe allemande qui suppose que cette argile, ces bentonites, servirait de support aux levures et faciliterait les fermentations. Mais je n'ai trouvé qu'un seul article. Donc, l'avantage de le faire, ce traitement sur mou, ça permet donc de supprimer le collage juste avant la mise en bouteille. La possibilité d'ajouter la bentonite en même temps que les levures, et puis donc sur l'analyse sensorielle, donc pas d'absorption des molécules aromatiques fermentaires et pas de diminution, ça ce qui est très important, de couleur visuelle, contrairement à lorsqu'on fait des traitements de bentonitage sur vin. Alors en perspective, eh bien, j'espère qu'on pourra réduire comme ça les quantités de bentonite pour stabiliser les vins. Et puis, il nous reste quand même quelque chose de très important à mettre au point, c'est un test qui pourrait nous indiquer exactement les quantités de bentonite qu'il faut mettre sur mou pour avoir un vin stable en fin de fermentation.
Avant de vous remercier pour votre attention, je voudrais juste remercier mes collègues de l'unité de pêche rouge, j'en connais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, pour leur aide dans la mise en place des fermentations. Remercier aussi toutes les personnes qui nous ont aidés pour le déroulement des analyses sensorielles, et puis remercier les organisateurs de m'avoir permis de présenter ces résultats. Merci.